Oui, donc je voulais reprendre de l'actualité fiscale 2014. Alors, non pas en reprenant les lois de finances, puisque d'abord il n'y a pas eu grand-chose dans les lois de finances de la fin d'année. Je voulais faire un focus sur la société holding, hein, puisque ça vous intéresse tous, et puis notamment sur les schémas de financement de l'acquisition d'entreprise. Alors, ce focus, je vais le fonder sur l'actualité jurisprudentielle, sur aussi l'expérience qu'on a sur nos dossiers, parce qu'encore une fois, les lois ont été plutôt faibles. Après une grosse production en 2012 et 2013, on a eu assez peu de mesures législatives. Alors, ce que je voudrais vous présenter, c'est tout d'abord des points de vigilance qu'on a à avoir dans nos dossiers. Ensuite, des combats qui sont à mener, hein, qui me paraissent essentiels, notamment sur la société holding animatrix. Et puis le troisième point, donc des éclaircissements qu'on a pu avoir tant par la jurisprudence que par la publication d'instructions administratives. Alors tout ça, c'est dans un contexte quand même de lutte contre l'optimisation fiscale. Et je parle bien d'optimisation fiscale et pas d'évasion fiscale. Hein. On nous a toujours appris que l'optimisation était quelque chose qui était tout à fait légal, hein, qui était tout à fait autorisé. Mais aujourd'hui, on voit clairement que tant au niveau international qu'au niveau français, et au niveau gouvernemental ou administratif, on a une pression pour lutter contre des schémas dits d'optimisation fiscale. Et ça a démarré notamment avec une modification de la définition de l'abus de droit, où maintenant, dès qu'on applique de manière littérale un texte de loi, on peut être dans l'abus, à partir du moment où c'est contraire à l'esprit de la loi. L'année dernière, le gouvernement avait voulu encore élargir cette définition de l'abus de droit en parlant de but essentiellement fiscal, à la place de but exclusivement fiscal. Voilà. Heureusement, le Conseil constitutionnel a retoqué le gouvernement sur ce point-là. Cette année, ils avaient déjà essayé l'année dernière, ils ont voulu nous mettre des amendes pour les conseils et les promoteurs de schémas dits abusifs. Là encore, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais on est vraiment dans un mouvement de pression sur ce sujet-là. Au niveau international, ça va très vite, notamment avec l'OCDE qui a mis en place un programme BEPS, qui est un programme contre l'évasion fiscale. Et ils se sont donné comme objectif de le mettre en place en 2 ans. Ils ont démarré en 2013 et ça va effectivement à fin 2015, ça va être mis en place, hein, c'est sur 15 points. Et ça va amener notamment des modifications des conventions fiscales internationales. Et là, pour le coup, dans ces textes-là, on a bien cette notion de but essentiellement fiscal. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est quand on met en place différents schémas de financement d'acquisition, il faut maintenant être très très prudent. Alors, ces points de vigilance, après cette introduction, d'abord sur l'exonération des dividendes dans le régime mère-fille, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à dire que c'est automatique, hein, quand on remonte des dividendes pour financer une dette, on se dit voilà, il y a un effet de levier fiscal, on n'est quasiment pas taxé, donc on part sur un schéma comme celui-là. La jurisprudence, on a eu de nombreuses années cette année, en 2014, pardon, qui nous recadre un peu et pour lequel il faut faire attention. Le régime mère-fille n'est pas si automatique que ça. Il faut remplir des conditions strictes et il faut bien faire attention quand on met en place nos schémas, quand on remplisse. Alors, un point plutôt positif, c'est que le régime mère-fille, il faut détenir, vous savez, les titres pendant au moins 2 ans. Et là, il y a eu un grand débat jurisprudentiel, heureusement, qui était plutôt à la faveur qui s'est terminé plutôt à la faveur des entreprises, c'est-à-dire que l'obligation de conserver les titres pendant 2 ans s'applique sur le minimum, c'est-à-dire sur 5%. Donc, un exemple, si on a acquis 80% d'une société,
qu'au bout d'un an et demi, on en a vendu 75%. Ça ne remet pas en cause la totalité du régime Murphy sur les dividendes qui ont été antérieurement distribués, à partir du moment où on a conservé au moins 5% du capital de la cible. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il faut bien faire attention à distinguer, notamment quand on met quand on met en place des schémas de financement complexes et structurés avec des emprunts obligataires. Il faut bien faire attention, ou des actions de préférence, il faut bien faire attention aux droits de vote, qui sont essentiels pour l'application de régime Murphy. Il faut avoir à la fois les droits de vote et les droits au capital. Ensuite, pareil, sur les charges financières, depuis 2010, on a une myriade de mécanismes de limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Ça s'applique sur toutes les charges financières, donc il ne faut pas penser qu'aux emprunts, il faut aussi faire attention aux comptes courants d'associés, aux emprunts obligataires. Au cours de nos dossiers, on a eu des petites frayeurs sur différents sujets. Faire très attention lorsqu'on a des associés qui prêtent de l'argent à l'entreprise, notamment dans le cas d'un MBO, si ces associés-là n'ont pas la qualité d'entreprise liée, c'est-à-dire s'il n'y a pas une notion de contrôle, puisque à ce moment-là, on est limité par le taux maximum déductible, qui aujourd'hui est plutôt faible, puisque à la fin de 2014, on était à moins de 3%. Donc inutile de vous dire que si ce sont des obligataires avec les taux qu'on a en ce moment, on est largement au-dessus de ce taux de 3%. Donc faire très attention à ça. Et alors que si on est entreprise liée, on peut se référer plutôt à un prix de marché. Et donc ça permet d'être au-dessus de ce fameux taux de 3%. Pareil, alors ça c'est aussi un dispositif anti-évasion fiscale, mais qui était plutôt international, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes étrangers qui achetaient des entreprises françaises et qui se débrouillaient pour avoir une déductibilité des intérêts d'emprunt en France et une exonération dans leur pays, notamment au Luxembourg, aux Pays-Bas. Donc ça a duré pendant pas mal d'années. Le gouvernement a mis en place un régime anti-évasion fiscale, mais compte tenu des lois internationales, évidemment, il ne peut pas l'appliquer que pour les schémas internationaux. Il l'applique aussi pour les schémas franco-français. Et donc ça peut concerner nos schémas d'acquisition à partir du moment où on a des structures prêteuses qui sont exonérées ou qui sont peu fiscalisées sur les intérêts d'emprunt. Et le troisième point, pareil, c'est aussi un dispositif anti-évasion fiscale internationale, mais qui s'applique pour les schémas franco-français. C'est le dispositif CARES, à partir du moment où l'administration peut déterminer que l'entreprise qui a acquis les titres, donc on est tout à fait dans le cadre d'une holding qu'on monte pour mettre en place un MBO, à partir du moment où l'administration fiscale arrive à déterminer que cette holding-là n'a aucun pouvoir réel sur le contrôle de la cible, mais c'est plutôt ses associés qui ont ce contrôle-là, elle est susceptible de remettre en cause la déductibilité des intérêts d'emprunt. Et elle a indiqué d'ailleurs dans une instruction que ça pouvait tout à fait s'appliquer dans le cadre d'un MBO. Et puis, vérifiez bien aussi, pour l'exonération taxe 3% qui s'applique sur les dividendes, qu'on ait bien une PME, et une PME au sens communautaire. Et on a des seuils qui finalement peuvent être assez facilement dépassés et on se retrouve à ne plus être une PME. Alors voilà, donc management package, on va aller assez vite, simplement je redis en deux mots ce qu'a dit Guillaume. On a effectivement une confirmation quand même par le Conseil d'État qui avait un vrai sujet sur les management packages. Et lui a clairement dit que sur la plus-value d'acquisition, à partir du moment où c'était lié à l'exercice d'un mandat social ou d'un contrat de travail, il a clairement conclu que ça devait être qualifié en salaire. Alors, là où on a le plus gros risque, c'est plutôt côté URSSAF, et a priori, pour l'instant, on n'a pas eu trop d'attaques de la part de l'URSSAF, mais voilà, il faut évidemment être vigilant sur ce sujet. Alors, la campagne à mener, que PME Finance pourrait mener, mais avec l'aide de tous les entrepreneurs, l'Institut
Les avocats conseils fiscaux sont très vigilants sur ce sujet-là. C'est le sujet de la holding animatrice qui nous concerne tous. Il n'y a pas un groupe de PME ou de plus grandes entreprises qui ne soit pas constitué sous une holding animatrice. Au début, ça ne concernait que l'ISF. Aujourd'hui, ça concerne, comme vous le voyez, de nombreux dispositifs qui intéressent le financement et la transmission d'entreprise. Donc ce sont c'est le dispositif du TREI, c'est le dispositif sur l'exonération de l'ISF quand on souscrit le capital de PME. Et c'est aussi aujourd'hui, maintenant, le bénéfice des abattements renforcés au profit de cessions de titres de PME, où on a cette notion de holding animatrice. Et cette holding animatrice est très peu définie par la loi. On va le voir sur la slide suivante. Et du coup, l'administration tente des redressements qui, pour moi, sont un véritable non-sens. Alors, en 2014, on nous a annoncé qu'il allait y avoir une instruction sur le sujet, et puis finalement, on nous a dit que ça allait être un texte législatif. Et puis après, à la fin de l'année, finalement, il n'y avait plus rien. Et j'ai appris assez récemment qu'on allait avoir quand même une instruction qui allait être publiée prochainement sur ce sujet-là. J'ai peur, à mon avis, il ne faut pas être très optimiste sur le contenu de cette instruction. Quand on voit les redressements que tente l'administration actuellement, donc c'est des redressements qui ont des conséquences fiscales énormes. Notamment, l'administration considère qu'une holding animatrice ne pourrait pas prendre une participation minoritaire, puisqu'il faut qu'elle contrôle l'ensemble de ses filiales. Et à partir du moment où elle prendrait une participation minoritaire dans une autre société, elle ne contrôle plus l'ensemble de ses filiales, donc elle ne remplit plus les conditions, donc tout tombe. Donc ça veut dire qu'un business angel qui via sa holding animatrice a plus de 50% dans ses filiales, et veut financer, donner un coup de pouce à une PME et prendre 10% de capital, et n'a pas d'influence notable sur cette société-là, à ce moment-là, c'est l'exonération de son ISF qui tombe. S'il a transmis ses titres à ses enfants, dans le cadre du pacte du TREI, c'est l'exonération des 3/4 du pacte du TREI qui tombe. Voilà. Donc c'est absolument essentiel pour le financement de nos PME, c'est absolument essentiel pour la transmission des PME que cette notion de loi, soit définie par la loi et de manière beaucoup moins restrictive que celle que l'administration veut bien. Ensuite, j'ai plus vite, c'est sur la taxe sur les salaires. J'imagine que vous êtes aussi souvent ennuyé sur cette notion de taxe sur les salaires qui s'applique maintenant de manière systématique. C'est des redressements systématiques qu'on a sur les holdings. À partir du moment où on a des remontées de dividendes, l'administration considère qu'on a de la taxe sur les salaires. Alors on a eu un arrêt intéressant de la Cour administrative d'appel de Nancy qui semble espérer que la taxe sur les salaires ne concerne pas la rémunération des dirigeants, puisque au sens du droit du travail, ils ne sont pas salariés. Mais l'administration a évidemment c'est pour lui en cassation contre cet arrêt-là, et dans les redressements qu'on a en ce moment, elle continue à se battre sur le sujet, et même sur les SARL, puisque c'était un des points qu'on avait vu pour éviter la taxe sur les salaires, c'était donc d'avoir une holding SARL, puisque à ce moment-là le dirigeant était soumis au traitement de salariés, pardon. Mais l'administration considère qu'il faut entendre salaire au sens fiscal, et comme c'est la même case sur la déclaration de revenus, que vous soyez gérant ou président ou salarié, vous déclarez vos rémunérations dans la même case, elle continue le combat et elle veut taxer l'ensemble des rémunérations des dirigeants. Voilà. Alors ensuite, éclaircissement apporté. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Simplement, donc on a eu enfin, parce que comme vous le savez, le sujet est quand même particulièrement complexe, on a eu enfin un projet d'instruction administrative sur le traitement des plus-values de cession de titres. Alors, avec des points qui sont plutôt intéressants, d'autres qui sont plutôt très défavorables, notamment
l'administration considère que si vous avez des moins-values qui sont reportables sur 10 ans, il faut aussi appliquer les abattements de détention sur ces moins-values. Donc toutes les moins-values que vous avez acquises sur des années où on n'avait absolument pas ce régime-là, il faudrait procéder à un abattement en fonction de la durée de détention. Donc ça pareil, ça c'est un point, notamment l'Institut des avocats fiscalistes se bat contre ça. L'autre point aussi, et c'est très dur, les plus-values qui étaient en report d'imposition, donc notamment celles qui concernent les opérations de restructuration avant 2000, ou même celles pour ceux qui n'ont pas eu de chance, qui ont fait des opérations de restructuration entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012, après la fameuse loi Cahuzac, qui visait à lutter les apportations. Si vous avez ces plus-values en report d'imposition, vous ne pouvez pas appliquer les abattements de durée de détention quand vous calculez cette plus-value en report d'imposition. Donc vous avez une plus-value brute de 100% qui risque un jour d'être taxable. Et puis il ne faut pas oublier donc, de prendre en compte la loi, les souscriptions loi Madelin pour les réductions d'impôts. Il faut en tenir compte quand vous calculez votre plus-value. C'est-à-dire qu'on réintègre les réductions d'impôts à l'entrée. Exactement. Souscription de TTL PME, vous aviez 25%, 22, 18% de réduction d'impôts. Aujourd'hui, quand vous cédez, vous devez réintégrer cet avantage fiscal que vous avez eu à l'entrée pour le calcul de votre plus-value. Donc en fait, on vous le reprend à la fin. C'est surprenant. Et a priori, ça ne concerne que la réduction d'impôt sur le revenu et pas l'ISF. Voilà, et sur l'abattement forcé, donc c'est l'abattement, vous savez, qui permet d'avoir 85% d'abattement sur les titres de société qui avaient moins de 10 ans lorsqu'on a acheté ou souscrit les titres. Alors, je fais quand même une précision importante. Quand on parle de ces abattements, on parle des abattements pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et ça ne concerne pas les prélèvements sociaux, donc les 15,5%, qui eux s'appliquent nécessairement sur 100% de la plus-value brute. Alors, là pareil, donc l'administration nous invite à bien distinguer selon que les opérations de restructuration ont été faites dans le cadre d'un report ou d'un sursis d'imposition. Il faut faire très attention. Sur la holding animatrice, on en a parlé. Alors, il y a un truc qui me paraît injouable, c'est qu'à partir du moment où vous avez une holding animatrice et que vous cédez vos titres, l'administration nous dit clairement que la condition donc, de PME de moins de 10 ans s'applique à l'ensemble des sociétés du groupe. Donc, elle ne s'applique pas que sur la holding animatrice ou que sur la société d'exploitation principale. Il faut absolument vérifier toutes les conditions au niveau de chaque filiale du groupe. Donc ça paraît, effectivement, quand on a des groupes, l'application de ce régime-là paraît quand même assez injouable. Et alors, pour l'abattement de 500 000 € qui concerne les dirigeants de PME qui partent à la retraite, un point important, ça s'applique par société et non par cédant. Donc si vous avez deux dirigeants qui partent au même moment à la retraite, ils n'ont pas chacun droit à un abattement de 500 000 €, et il faut qu'ils se partagent cet avantage-là. C'est très important parce que vraiment, personne ne l'a vu, et même nous on avait du temps à le voir. C'est pas personnifié, c'est par société. Donc le premier qui part, il prend tout. Celui qui part après, il a 0 abattement qui part à la retraite derrière l'année. Il faut le partager par contre. C'est surprenant. Et quand, quelques années avant son départ à la retraite, il a apporté ses titres à une holding, et ben en fait on repart à zéro, notamment pour toutes les conditions de direction, etc., de rémunération, puisqu'on a un délai de 5 ans minimum. Donc il faut faire très attention avant de prendre une décision quand on restructure ses participations. Il faut savoir que si on prend sa retraite quelques années après, il faut attendre au moins 5 ans si on veut remplir toutes les conditions. Alors là, c'est un point plutôt positif, mais attention, il ne faut pas en abuser, parce qu'il y a de nombreuses conseils qui sont un peu jetés sur le sujet en disant on va faire plutôt des rachats de titres plutôt que des distributions de dividendes. Alors, on parle de quoi? Ce sont les rachats de ses propres titres par une société qui ensuite annule ses titres, puisqu'elle n'a pas le droit de détenir ses propres titres. Elle annule ses titres et donc fait une réduction de capital.
Pendant très longtemps, on a eu des règles fiscales très complexes, puisque au départ, c'était assimilé à des dividendes, et ensuite ça a été aussi assimilé à des plus-values. Donc on a un double calcul à chaque fois à faire, à la fois dividendes, et puis s'il reste encore quelque chose, je vous la fais courte, ça doit être taxé selon le régime des plus-values. Le Conseil constitutionnel a retoqué ces différentes règles en disant, parce qu'en plus les règles n'étaient pas les mêmes selon les situations dans lesquelles on se trouve. Donc le Conseil constitutionnel a considéré qu'on était dans une inégalité de traitement du contribuable vis-à-vis de l'impôt, et donc a dit, là il faut faire un choix, c'est soit dividende, soit plus-value. Et là, à la surprise générale, je vous l'avoue, le gouvernement a basculé plutôt sur le côté plus-value. Ce qui peut être intéressant, puisque les dividendes bénéficient d'un abattement maximum de 40%, alors que les plus-values, comme vous le savez, on peut aller jusqu'à 85% si on est entreprise PME de moins de 10 ans. Donc évidemment, et puis dès qu'on détient les titres depuis plus de 2 ans, on a un abattement de 50%. Donc évidemment, on fait vite le calcul, le rachat de titre est plus intéressant. Mais il ne faut évidemment pas en abuser, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, une application littérale du texte peut vite être considérée comme abusive. Et donc l'administration peut vite vous dire que vous avez fait plutôt du dividende plutôt qu'un rachète ses propres titres. C'est la grosse mode en ce moment. Tout le monde nous appelle pour dire je veux sortir du cash, je fais une réduction de capital, je vends des titres, je sors de la trésorerie et je serai traité en plus-value de cession. Comme je détiens mes titres depuis plus de 10 ans, d'une PME, j'aurai 85% d'abattement. Au début, on a dit, on a tout dit ok, on va le faire vite. On a eu une petite aubaine là, et puis on a tout de suite freiné à cause de nos fiscalistes qui nous disent abus de droit, 80% de risque, quoi. Donc méfiance quand ça se fait, notamment au niveau d'un majoritaire, pas pour sortir un minoritaire dans un contexte économique qui donnerait beaucoup plus d'explications pour évoluer d'autres personnes. Moi je pense que l'opération qui se fait à titre personnel pour le dirigeant majoritaire, elle est dangereuse, très dangereuse. Enfin, moi je ne voudrais pas être le premier à me faire retoquer là-dessus. Nous on dit non aujourd'hui, par prudence. Ou alors il faudra qu'on nous envoie une lettre recommandée pour demander de le faire. Et je termine juste pour, donc c'est un autre sujet, hein, c'est sur le crédit impôt recherche. J'ai relevé des arrêts qui peuvent être intéressants pour les entreprises. Une précision qui n'était pas forcément intéressante, mais qui permet quand même de rappeler que c'est pas parce qu'on a déposé un brevet que c'est forcément de la recherche. Il faut vraiment reprendre le sujet selon l'administration et même selon le Conseil d'État maintenant. C'est pas parce que vous avez un brevet que vous avez fait de la recherche. Un point plutôt positif, c'est qu'on pourrait prendre dans le calcul du crédit impôt recherche les salaires des commerciaux à partir du moment où ils ont collaboré étroitement avec les équipes de recherche. Et on peut prendre aussi en compte les intéressements et les participations qui sont versées aux salariés qui étaient dédiés à la recherche, dans l'assiette du crédit impôt recherche.